Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. Vuedailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal. Actualité, santé, internationale, politique, économie, sociale, espace, levée de fonds. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même une colonne opinion. Alors, dans cette séquence, nous allons maintenant mettre un coup de projecteur sur la Chine qui s'attaque au problème de pollution. Elle se met en effet à appliquer la règle du pollueur-payeur, une règle que l'on connaît en Europe depuis belle lurette, depuis 2005 déjà. Eh bien, depuis cette semaine, figurez-vous que la Chine met en place un système d'échange des droits à polluer. Ainsi, les industries vont disposer d'un plafond d'émissions à ne pas dépasser, et celles qui dépassent ce seuil, elles vont pouvoir aller chercher un quota d'émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises énergétiques vont ainsi pouvoir s'échanger des droits de polluer, et celles qui font des efforts sur leur pollution vont être récompensées. C'est vraiment le régime qu'on connaît en Europe, mais intéressant de voir que la Chine s'en empare dans le secteur public qui est si important en Chine. Eh bien, les provinces chinoises, elles aussi, vont être incitées à fixer des plafonds d'émissions de CO2 pour leurs centrales thermiques. Les autres secteurs industriels rentreront petit à petit dans le dispositif. Donc il y a un marché du carbone sur l'EU ETS, Emission Trade Scheme, ça s'appelle le marché européen du carbone. Et bien le prix de la tonne de carbone, il faut le savoir, il est passé de 7 € en 2018 à 25 € maintenant. Donc beaucoup d'évolution. Il faut retenir que la Chine met le cap sur la neutralité carbone d'ici 2060, et ces initiatives font partie des étapes pour atteindre cet objectif. On se retrouve pour une nouvelle rubrique qui concerne cette fois l'actualité française, toujours dans le journal de Vue d'ailleurs. Restez avec nous. Bienvenue dans le journal Vue d'ailleurs. On est à la rubrique de l'actualité française. Confinés et mal logés, la double peine des précaires en 2020. C'est un article que vous pouvez retrouver sur le site de vuedailleurs.com. Un petit aperçu. Selon une étude de la Fondation l'Abbé Pierre, la situation des plus précaires s'est détériorée à l'épreuve de la crise sanitaire, des restrictions d'activité. Le confinement a en effet eu pour impact de renforcer les inégalités. C'est particulièrement visible pour le logement. La crise sanitaire a bouleversé la chaîne des HLM, puisque la chaîne d'attribution a été bouleversée. Beaucoup de logements n'ont pas été attribués. Cette filière a été paralysée. Il y a peu de locataires qui ont libéré leur logement du fait de la peur du lendemain, la peur de perdre un emploi. Peu de personnes ont laissé la place à de nouveaux entrants. Et puis il n'y avait aucun état des lieux d'entrée ou de sortie n'était possible. La trêve hivernale a certes été prolongée. Ça nous donne un constat qui est le même dans la construction, et pour les personnes qui accèdent à la propriété, une certaine stabilisation. Le secteur est figé. Sans reprise d'activité, l'engrenage peut aller très vite. C'est ce que nous dit l'association. L'Abbé Pierre avait fait du logement une question prioritaire. Eh bien, le problème reste entier et s'aiguise. On se retrouve dans un instant pour une interview dans le cadre de ce journal Vue d'ailleurs. Reste avec nous. Retour dans le journal vuedailleurs.com. L'avenir appartient-il à ceux qui communiquent? Quelles sont les clés pour concevoir et mettre en œuvre les stratégies liées à la communication d'influence? Ce sont des questions qui sont abordées dans l'article que vous retrouvez sur le site du Vue d'ailleurs, et on va en parler avec l'auteur d'un livre. Il s'appelle Michel Tsimaratos. Il est professeur de pédiatrie à Aix-Marseille Université et dirige le service de pédiatrie à l'hôpital de la Timone à Marseille, et il a écrit ce livre Le jour d'après, le pouvoir de la communication d'influence, avec Alexandre Lanzalavie. Alors Michel Tsimaratos, bonjour et merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que la crise sanitaire place la santé au cœur des priorités des pouvoirs publics, et la communication, on le voit, joue un grand rôle pour que les messages passent, pour que les Français sachent quoi faire. Vous en général vous parlez aux enfants, quel est votre éclairage? Pourquoi avoir écrit ce livre?
Eh bien, il nous a semblé que pendant cette crise sanitaire, la communication a été vraiment au devant du tableau. Beaucoup de communication avec des messages pas toujours très clairs. Beaucoup de communication qui ressemble à de l'information sans vraie valeur ajoutée. Ouais. Lorsqu'on a fait l'analyse un peu systémique de ce qui se passe, sans vraiment porter de jugement, on s'est dit que la communication avait un peu explosé, mais que c'était de plus en plus difficile de trouver l'information pertinente. Et donc on a essayé d'analyser la façon dont les gens s'approprient la communication, le type de message qu'ils diffusent, le fait qu'aujourd'hui beaucoup de messages sont en 280 caractères sur les réseaux sociaux, ça simplifie un petit peu la façon qu'on a de communiquer et chacun peut apparaître comme un expert en fonction du nombre de followers qu'il a. Et en réalité, l'expertise, c'est pas toujours ça. L'expertise, c'est souvent un travail plus approfondi. C'est souvent plus de la connaissance que de l'information sans vraie valeur ajoutée, qui, elle, s'apparente plus à de la réclame. Et donc, ce qu'on a voulu dire, c'est que lorsqu'on noie l'information significative dans un océan d'informations sans intérêt, qu'on a appelé l'infobésité dans ce livre, eh bien c'est plus difficile de se faire une idée de ce qui se passe. Et ce à quoi on a assisté, c'est un peu le pouvoir de la com tous azimuts et la difficulté qu'on a d'aller chercher l'information pertinente. Alors je trouvais que c'est un petit peu paradoxal ce que vous dites, parce qu'on n'a jamais autant vu des médecins, des grands professeurs sur les plateaux de télévision. Pour ma part, au début, je m'en félicitais parce qu'il y a des gens très intelligents qui ont fait des années d'études et ils n'avaient jamais le droit à la parole. Maintenant, c'est vrai que ça a été pléthorique. Quel regard portez-vous sur cette évolution ? C'est un peu ce qu'on dit dans le livre et ce qu'on dénonce, c'est que communiquer pour communiquer, ça n'a pas vraiment de sens. Et le fait de passer souvent à la télévision ou le fait d'appuyer un message sans qu'il y ait derrière une connaissance consolidée, ça fait pas de ce message quelque chose à retenir et en tout cas ça vient brouiller les pistes. Et donc oui, il y a eu beaucoup de médecins sur les plateaux télé. On ne peut pas leur en vouloir de répondre à la demande des médias, mais de la presse, des médias. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que collectivement nous avions une responsabilité de construire une base de connaissances un peu plus solide, pour plus être dans la position d'anticiper une difficulté plutôt que de réagir avec les outils qu'on a, c'est-à-dire une réponse un peu du tac au tac sur les réseaux sociaux. Vous avez probablement vu, comme moi, que un seul tweet peut déclencher 2000, 3000, 10 000 réactions. Ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont passé du temps à lire un tweet ou une information qui n'est pas forcément d'une importance capitale, notamment pour ceux qui doivent décider. Alors concrètement, qui doit parler selon vous ? Est-ce que ce sont seulement les personnes qui ont fait des publications scientifiques ? C'est pas ça que vous voulez dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit regarder moins les réseaux sociaux ? C'est intéressant votre analyse. En termes concrets, qu'est-ce que ça veut dire pour les journalistes qui sollicitent les experts qui se ruent sur les plateaux ? Peut-être, et également les consommateurs que nous sommes qui surfont toute la journée. Alors, de notre point de vue, il ne s'agit pas de donner des bons ou des mauvais points, qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Nous, on propose plutôt de reconstruire notre base de connaissances avant que l'événement arrive, c'est-à-dire, il y a par exemple un certain nombre de rapports parlementaires ou de propositions qui étaient faites au cas où une épidémie mondiale devait arriver. On a rarement vu les références à ces rapports alors qu'ils étaient faits par des experts. Ce qu'on veut aussi dire, c'est que la réaction est toujours moins efficace que l'anticipation. Donc plutôt que de dire qui est pertinent ou qui n'est pas pertinent pour répondre à la demande de la presse, peut-être devrait-on se poser la question comment faire pour avoir une base de connaissances dans ces domaines qui sont susceptibles d'aboutir à des crises, pour pouvoir recourir aux experts qu'on a choisis avant et peut-être pas aux experts d'opportunité, devrais-je dire. Alors d'une part, il faut quand même se méfier peut-être des experts. On a vu des experts
se tromper. Et puis, voilà, on comprend votre message. On est tellement friand d'informations. Hein. Est-ce qu'on va avoir le vaccin? Qui va passer le premier? Est-ce qu'il va y avoir assez de doses? Moi, j'ai rencontré des kidam que j'ai trouvé extrêmement bien informés sur des domaines médicaux qui, normalement, demandent des années d'expérience. Je me souviens avoir posé la question, mais vous êtes médecin parce que les gens ont eu besoin de s'informer. Donc, je comprends que cette mécanique, ça va peut-être être difficile de l'enrayer ou de la changer, non? Oui, c'est sûr que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Le message principal qu'on essaye de promouvoir, c'est aussi de dire que là, on a pris la crise sanitaire pour illustrer. Personne ne se doutait que la santé était quelque chose qui pouvait avoir une influence sur tous les domaines de l'économie, depuis le numérique jusqu'au voyage, en passant par le militaire. Et vous voyez bien que probablement on a sous-estimé le côté transversal de cette filière. Mais si on l'a sous-estimé, c'est pas parce qu'on n'avait pas les connaissances pour aborder ces problèmes de cette façon, c'est parce que ça ne nous intéressait pas. Les gens qui décident n'étaient pas intéressés sur l'impact que pouvait avoir la politique sanitaire d'un pays sur son économie au niveau mondial. Alors, on a vu que si les politiques sanitaires ont évolué à peu près de la même façon dans la plupart des pays développés, les effets sur les besoins d'accès au système sanitaire pendant la crise étaient à peu près comparables. Donc notre propos est de dire que pour construire une base de connaissances suffisante, il faut que la communication s'appuie sur de l'information validée. Il faut passer de l'information tous azimuts à la connaissance. Et la connaissance, c'est une façon de trier les informations qu'on a et d'être capable, avec les experts qu'on a choisis, qui sont validés, et sans rentrer dans une guerre d'ego, de se constituer une base de connaissances qui nous permettent de réagir. C'est ce que font les militaires dans une situation stratégique. En général, ils ont documenté plusieurs scénarios et ils sont capables de choisir. Il y a bien sûr un choix à faire, mais ils sont capables de choisir dans quelle direction doit aller l'organisation de tout leur système de défense ou d'attaque. Merci beaucoup. Nous étions avec Michel Tsimaratos qui dirige le service de pédiatrie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il doit être sur le pont tout le temps, mais il a trouvé le temps d'écrire ce livre le jour d'après, Le pouvoir de la communication d'influence, avec son ami Alexandre Lanzalavie, professionnel de la communication. Un livre aux éditions Fauve, extrêmement intéressant sur les sujets, les questions du moment. Merci pour cette interview. Dans un instant, on retrouve un autre entretien sur un autre secteur, et notamment le secteur du tourisme très impacté. On est toujours dans le journal vuedailleurs.com. Merci de votre attention. On se retrouve après une page de publicité. Nous sommes maintenant en interview avec Pascale Luciani-Boyer, un parcours très intéressant, 15 ans de vie politique au moins. Elle a été membre du conseil d'administration de la RATP encore jusqu'à il y a quelques semaines, après avoir siégé 4 ans au Conseil national du numérique pour représenter les territoires. Pascale Luciani-Boyer était récemment encore vice-présidente du MEDEF Est parisien, élue locale de Saint-Maur-des-Fossés, ancienne présidente de la commission numérique pour l'association des maires d'Île-de-France et j'en passe. Aujourd'hui, elle est directrice du château de la Tour-Landry. Pascale Luciani-Boyer, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à vous tous. Alors vous dirigez un magnifique château situé au cœur des Mauges, hein. On parle de cette magnifique région de la vallée de la Loire, sauf que la période est très difficile, hein. Le tourisme est durement touché par la pandémie. Ah oui, ça, on peut le dire. Je pense que tout le secteur du tourisme, le secteur hôtelier, le secteur de la restauration, mais aussi l'événementiel, enfin, tout ce qui tourne autour du loisir et du tourisme a été durement touché. Alors,
En même temps, il y a eu des réponses nouvelles qui sont apportées, bien sûr, avec dès qu'il y a un environnement contraignant, bien le système apporte des réponses nouvelles. Alors, lesquelles, par exemple, je précise en passant qu'on peut tout de même réserver des chambres d'hôtes dans votre hôtel et vous les approvisionnez, notamment le repas, c'est assez crucial en ce moment, avec des producteurs locaux. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est mis en place dans votre région ? Voilà, donc il y a eu 2 étapes. La première, c'était de se dire, à un moment donné, les lieux des parcs et jardins vont pouvoir ouvrir, mais parce qu'on est en extérieur, mais les restaurants, eux, ne peuvent pas. Et puis, donc une solidarité locale s'est mise en place de manière à proposer que les lieux proposent nos tables, nos extérieurs comme étant des tables de restaurant aux restaurateurs qui souhaitaient arriver avec des plateaux prêts à emporter. Vous savez, c'est une nouvelle tendance de plats à emporter qui immerge toute la société. Et bien là, plutôt que de l'emmener chez soi, on l'emmène dans un lieu incroyable qui est un château ou un parc de jardin. Et alors vous me disiez, il y a même des sites qui s'appellent Resto Calme, le village des cerfs. Vous pouvez nous en parler concrètement? C'est des illustrations, c'est assez parlant. D'accord. Donc alors en fait la première étape ça a été de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc Resto Calme qui était un partenaire, un restaurateur qui lui malheureusement était fermé, n'ayant en plus même pas de terrasse extérieure ou très peu. Et donc Resto Calme a dit moi je suis capable de faire des sachets pré-emportés en mode pique-nique. En mode pique-nique puisque là on a inventé un pique-nique Napoléon III, puisque ici vous êtes au château de la Tourlandrie qui a reçu Napoléon III. Donc là c'est un pique-nique Napoléon III qui était en plus distribué par un partenaire numérique qui est la plateforme lebonpique-nique.com. Donc ça, premier exemple qui pourrait être intéressant et qui a donné des émules. Ouais, ça donne des bonnes idées parce que les vacances arrivent tout de même. Dans l'article du site Vue d'ailleurs est cité également la maison Les Cerfs de la Fardelière où effectivement ça permet une visite du parc aux cerfs. Mais aujourd'hui, cet établissement livre également de la viande par ailleurs parce qu'il s'agit de s'approvisionner en local. Et c'est intéressant parce que vous êtes une experte du numérique. Alors vous n'aviez pas attendu la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis maintenant devant leur ordinateur. Ça fait des années que vous étiez une militante du numérique. Ça vous fait plaisir de voir l'évolution des pratiques et des mœurs ? Oui, d'abord ça nous fait plaisir, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à tous les acteurs qui étaient dessus depuis 25 ans en fait. Et donc c'est vrai que nous avions tous milité pour qu'il y ait un peu plus de travail à distance, ne serait-ce que pour diminuer l'impact écologique sur les transports multiples lorsqu'on est en réunion. Certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines d'entre elles pouvaient se faire à distance. Et à l'époque on nous disait mais non, mais ça va pas, mais tu es folle, mais évidemment que la présence humaine est fondamentale, c'est vrai, mais de temps en temps, c'est vrai que ça pouvait rendre service. Donc il y a un an, quand arrive la première étape de confinement, bien tout ce qui est réunion va s'arrêter purement et simplement au motif qu'on n'est pas capable et on ne se sent pas la capacité à passer sur ce mode de réunion sur le web, alors qu'un an après, aujourd'hui, c'est devenu un outil quotidien. Le nombre de gens qui vous disent tiens, on va se dire ça, on va faire telle réunion, on le prépare ensemble via tel ou tel outil sur Internet. Et d'ailleurs, c'est génial. Si on est en chambre d'hôte dans votre château de la Tourlandrie, on peut visiter, suivre une conférence placée sous le signe des sciences et du numérique. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, parce que en fait, la problématique qui s'est posée et qui se pose encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème d'acculturation scientifique dans notre pays, de mon point de vue. Quand on parle de culture, on parle d'art, on parle de peinture et autres. On ne parle pas de culture scientifique. Et donc, qu'un lieu de mémoire comme celui-ci, le château de la Tourlandrie, qui s'inscrit dans une période très particulière du Second Empire, de la Révolution industrielle, puisse raconter l'histoire des sciences et techniques, c'était fondamental. C'est ma vie, les sciences, et c'est mon parcours. Donc on a voulu raconter ce château à travers l'ensemble des sciences et techniques. Puis on a mis un petit focus tout particulier sur le numérique, bien sûr, pour raconter comment les découvertes vont nous amener jusqu'au numérique, avec en plus une femme, Ada Lovelace, qui a un salon dédié, Ada Lovelace, pour parler de la pionnière du numérique dans le monde. C'est vrai, et vous me disiez qu'il y a également une salle Jules Verne dans votre exposition sur les sciences.
Oui, pour rappeler la place de la science dite fiction à l'époque, qui n'est jamais qu'une science d'anticipation, qui va créer un imaginaire à partir de l'électricité tout à fait positif. Et je fais un parallèle avec le numérique aujourd'hui, où de nouveau dans une révolution industrielle, l'imaginaire lié par exemple à l'intelligence artificielle est encore très anxiogène et il nous faudrait un Jules Verne des temps modernes pour raconter l'imaginaire positif. Alors c'est peut-être un peu vous, parce que j'entendais que dans votre magnifique château, à la faveur de ce télétravail qui s'est généralisé, vous aviez offert votre espace de coworking dans un château. Je trouve ça assez original, ça change des espaces de coworking à Paris. Oui, un coworking ouvert dans un lieu d'histoire, dans un mobilier qui est juste incroyable, avec une très bonne connexion, des prises électriques et pour ne rien gâcher, le thé, le café du château, c'est pas mal. Merci beaucoup Pascale Luciani-Boyer, vous méritez un buste comme le buste à côté de vous bientôt pour tout ce que vous faites pour le numérique et le patrimoine. Oui, ça peut être concilié. Merci pour cet entretien, merci d'avoir été avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.